Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, les transversales Tabligbo, Alejo, Améliora Fagnan, désormais en chantier pour le 22 prochains mois. Les travaux de réhabilitation ont été lancés ce mardi par le chef de l'État, accueilli avec ferveur par les populations ce matin. À Améliora, tous les travaux ont été lancés. Point complet tout à l'heure, un début de journal. Rencontre gouvernement, enseignants, élèves et parents d'élèves à Dapan. C'est suite au mouvement de grève qui perturbe l'administration publique. Le secteur éducation est plus touché sur place. La teneur des discussions des est à Dapan. Enfin, le processus électoral en marche vers le 15 avril. Les chefs cantons se mettent au même diapason que les préfets et chefs des délégations spéciales. Ils sont donc ces chefs cantons en formation, eux aussi à mode champ depuis ce matin. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous, on commence donc par ce nouveau chantier de plus pour les gradères, les pelleteuses et autres engins lourds. La route Tabligbo-Anejo, longue de 43 km, puis Améliora-Fagnan, distant de 12 km. Les travaux ont été lancés ce mardi par le chef de l'État. Image tout d'abord de l'arrivée ce matin du président Fornia Singbe à Améliora, lieu de la cérémonie. Le récit est mis à Balo. À l'appel de Tabougan, grand tam-tam local qui ne résonne que lors des grands événements, les populations d'Améniran, Drikpo, Afagnan, Anfouin, Glidi, Tabligbo, Vogan, Aneho et des localités environnantes se sont mobilisées pour accueillir avec ferveur le président de la République à l'occasion du démarrage des travaux de réhabilitation de 2 axes routiers stratégiques pour l'économie de toute la région maritime sur plus de 55 km. Après les honneurs militaires, cris de joie et souhaits de bienvenue ont retenti de partout pour acclamer le chef de l'État qui, dans un tour d'honneur, est allé au contact direct de ces populations. Saluant hommes, femmes, jeunes, notables, cadres et natifs du milieu qui ont tenu par cette ovation populaire à lui rendre hommage pour cet important projet d'infrastructure qui va permettre à leurs différentes localités de bénéficier des fruits de la croissance du pays. Pour toutes ces mesures qui au quotidien ont un impact sur les générations actuelles et futures. Ce décor ainsi planté annonce le début d'une cérémonie pleine de perspectives, l'espoir d'un mieux-être pour ces populations à travers les nouvelles opportunités de développement qui se profilent à l'horizon pour toute la région. Et on en vient maintenant à la cérémonie de lancement des travaux retenus qu'ils vont durer 22 mois. Le coût global, près de 39 milliards de francs CFA, plusieurs interventions, puis le coup de pioche du chef de l'État ont marqué la cérémonie. Ils ont fait leur temps et ne répondaient plus aux réalités et à la pression du trafic, accentuée surtout par le passage des poids lourds à cause de la naissance d'usines de cimenterie dans la région maritime. Les tronçons Tabligbo-Anejo, 43 km, et Améniran-Afagnan, 12 km, vont faire peau neuve pour mettre fin aux difficultés de circulation des populations dans la zone, conformément au programme d'action prioritaire du chef de l'État en matière d'infrastructures routières. Coût du projet, près de 39 milliards de francs CFA sur un financement de l'État soutenu par la Banque ouest-africaine de développement. L'État a établi avec les bailleurs de fonds un partenariat fructueux qui profite beaucoup au secteur des infrastructures, dont principalement les axes routiers. L'aménagement de ces tronçons s'inscrit dans le programme d'aménagement et de bitumage des routes nationales transversales au Togo sur une longueur totale de 288 km. Programme pour lequel la BOAD a octroyé un financement global de 50 milliards de francs CFA au Togo en 2013 et en 2014.
Et par la suite, la BOAD a signé un mandat d'arrangement avec l'État pour la mobilisation du complément de financement en vue de l'aménagement des axes routiers suivants: Lomé-Vaughan-Anfoin, Temeja-Badou, frontière du Ghana, Kouméa-Bia, Tchare-Lassa-Soundina, Tchévié-Tabligo, Noché-Tohoum, frontière du Bénin, et j'en passe. Il me plaît de porter à votre haute attention que la BOAD présentera dans 2 jours à son conseil d'administration une proposition de prêt pour le financement du projet d'aménagement du bitumage de la RN 17, le tronçon Katiamba-Sadori. Et je voudrais ici saluer la BIDC, la BID et la JICA pour leur constante et précieuse collaboration en vue de l'aboutissement de cette importante opération. Je voudrais vous réaffirmer, au nom du président de la BOAD, l'entière disponibilité de la banque à accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts incessants de lutte contre la pauvreté et de modernisation des infrastructures nationales. Sur le premier axe qui va de Tabligbo à Néro, d'autres localités sont aussi desservies, comme Amenyran, Anfoin, Zoula. Et l'itinéraire du second chantier permet de rallier Amenyran à Afagnan pour rejoindre Agomeglozo à la frontière et au-delà à Tiégou, au Bénin. L'objectif est de désenclaver toute la région maritime. De plus, de par leur localisation géographique, ces axes facilitent les échanges avec le Bénin, concourant ainsi à l'intégration sous-régionale. Par ailleurs, ils sont en lien avec les objectifs du millénaire pour le développement qui sont de doter le Togo d'infrastructures de qualité. À la fin des travaux qui s'étendront sur 22 mois, la nouvelle route se présentera sous la forme d'une chaussée en rase campagne de 7,40 m de large avec 2 accotements de 1,50 m de part et d'autre, soit une plateforme de 10,40 m. À tous les usagers des tronçons Tabligbo à Néhon et d'Amenyran à Afagnan, je leur demande de respecter les consignes de circulation qui seront données et de faire preuve de patience et de prudence afin d'éviter des accidents au cours de l'exécution des travaux. La rénovation de ces routes va donc faciliter le développement socio-économique du milieu, zone de fabrication du ciment, mais aussi d'écoulement de produits locaux, cultures maraîchères, canne à sucre, produits issus de palmeraies et de manioc, céréales et noix de coco. Dans le domaine du transport et des infrastructures routières, c'est tout notre pays qui est en chantier, avec toutes les préfectures qui voient se réaliser ou démarrer les grands travaux de construction et de réhabilitation d'axes routiers majeurs, facilitant ainsi la circulation des biens et des personnes et le désenclavement de plusieurs zones. Sans être exhaustive, je voudrais citer pour nos 4 préfectures la réhabilitation de la route Lomé-Ilakonji, dotée d'une double voie entre Anéran et Ilakonji, la réhabilitation du pont d'Adjido, la construction d'un second pont à Anéran, le démarrage de la construction du pont sur le Mono entre Agomeglozo au Togo et Atiémé au Bénin, le démarrage de la réhabilitation de la route Lomé-Vaughan-Anfoin, le démarrage de la réhabilitation de la route Thévié-Tablibo. Et aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous faites l'insigne honneur de donner le coup de pioche pour la réhabilitation des routes Tablibo, Anéran, Amenyran, Afagnan, comme vous l'avez fait un peu partout pour d'autres routes sur toute l'étendue du territoire national. Excellence, quelle joie, quel soulagement vous nous offrez en ce jour. Nous, vaillantes et laborieuses populations de Vaud, des lacs, du Bamono et de Yoto, saisissons cette heureuse occasion pour vous exprimer notre profonde reconnaissance.
Reconnaissance réitérée également par les populations pour les autres actions dont elles bénéficient au niveau des 4 préfectures en matière de sécurité, de services sociaux de base, eau, électricité, santé, éducation, alphabétisation, sans oublier le Fonds national de la finance inclusive qui les soulage de leur fardeau, les rend heureuses et de plus en plus optimistes. Espérance renforcée par le recrutement de bon nombre de leurs fils et filles dans l'exécution du présent chantier. Et petite cartographie des travaux lancés ce mardi. On vient de le voir, 4 préfectures précisément sont traversées par ces tronçons. Tabligbo-Aléro, Amenyera, Afanya, les préfectures de Vaud, des lacs de Yoto, du Bamono, les activités principales dans la zone, l'agriculture, la pêche. Quel impact donc de la réhabilitation de ces routes sur les populations, la vie au quotidien? Après les travaux, c'est le dossier de cette édition de Cessiné, Isidore Koubatine. Ambiance particulière à la gare routière d'Amenyera. Les conducteurs accueillent avec satisfaction la réhabilitation de la nationale numéro 4, tronçon Tabligbo-Anéro, et la nationale numéro 36, tronçon Amenyera-Afanya. Je suis vraiment très fier, je suis vraiment en joie ce matin quand j'ai entendu que cette route sera améliorée. Parce que ça fait un peu longtemps. Bon, on roulait sur cette route et ça gâte beaucoup nos véhicules, nos pièces. Même nous-mêmes, on n'est pas toujours en bon état, compte tenu de cette route. Donc aujourd'hui, j'ai entendu que cette route sera améliorée. Je suis très fier et c'est notre joie. Au lancement d'aujourd'hui que le chef de l'État vient de nous faire, nous le remercions beaucoup et ça nous sera un peu facile de rouler facilement. La route là, ça va nous aider d'amener nos malades à l'hôpital et les femmes qui sont les commerçantes et les commerçants peuvent aller leur marché et leurs occupations. Ainsi donc, avec la restauration de ces routes, maillon essentiel de développement de la zone, c'est toute l'activité socio-économique des 4 préfectures bénéficiaires qui sera rehaussée. Avec le lancement et la réalisation de cette voie, pratiquement ça va réduire au moins les accidents. Et le cheminement des denrées alimentaires, il y a nos mamans qui vont vendre, il y a nos frères, nos petits frères qui vont travailler, avoir de quoi survivre. Ça apporte un plus également à l'économie nationale. Et je pense que cela va permettre d'accroître l'économie de la population. Les gens pourront vaquer librement à leurs occupations. On peut aller librement au marché, mais également c'est une véritable voie d'accès aux hôpitaux. Vous savez que les populations de Yoto vont très souvent vers l'hôpital d'Afanya. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un soulagement. Nous avons bénéficié déjà des infrastructures scolaires. Nous avons bénéficié des infrastructures sanitaires et l'adduction d'eau. Avec cette politique des grands travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures routières, le Togo confirme qu'il a pris un chemin irréversible de développement qui prend en compte aussi bien les villes que les zones de l'intérieur du pays. On vient donc de l'entendre, il va sans dire que les petits commerces vont également trouver leur compte, surtout avec les femmes. Oui, les femmes commerçantes, celles à qui s'adresse d'ailleurs depuis quelques semaines déjà d'aussi la délégation à l'organisation du secteur informel. Ce mardi, c'est à Batouar au Grand Marché de Lomé que Ingrid Awade et sa suite ont dit aux commerçantes de formaliser leurs activités. Lucassi et de Psousoupo. La délégation à l'organisation du secteur informel auprès des commerçantes du marché d'abattoir et d'Atikbodi à Lomé. Cette tournée de la DOCI, qui s'effectue sous l'impulsion du chef de l'État dans les différents marchés de Lomé, est destinée à permettre aux commerçantes de s'approprier toutes les initiatives prises et mises en œuvre par le président de la République pour améliorer leur activité et partant leurs conditions de vie. Ces femmes ont donc pris un peu de leur temps pour écouter la directrice générale de la DOCI, Ingrid Awade et sa suite, qui sont venus leur demander de tout mettre en œuvre pour formaliser leur activité. Pour plusieurs femmes de ces marchés qui battent leur plein au sein du grand marché de Dalouato, c'est pour la première fois qu'elles sont informées des avantages liés à la formalisation de leur activité commerciale.
Les différents partenaires de la dossier, notamment le ministère du Commerce, l'INAM, la CAMEC et le ministère de l'Agriculture, ont exposé aux commerçants les différentes actions menées par le gouvernement en leur faveur pour leur plein épanouissement. Une opportunité est offerte désormais aux commerçants d'écouler leurs marchandises à l'extérieur du pays. Dans le secteur agricole, il y a, disons, le fonds cohésien, les organisations de femmes, de jeunes, ou bien ceux qui veulent entreprendre dans la transformation des produits agricoles, dans la vente de ces produits, peuvent s'organiser de façon à monter des dossiers de projets qui peuvent être financés. La dossier peut accompagner les gens dans le montage de ces dossiers. Maintenant, les formalités nécessaires. Les différents produits du FNFI disponibles ont été également présentés à l'assistance. Il s'agit de l'APSEF, de l'AGRICEF et de l'AGICEF. Se mettre en groupement pour mieux bénéficier des projets et programmes en cours, c'est l'une des pistes proposées aux commerçantes. Et les services du passeport se disent prêts à accompagner ces dernières pour avoir des pièces d'identité fiables. Lorsqu'on prend les femmes du marché particulièrement, elles ont des difficultés pour pouvoir avoir accès à nos services, notamment laisser les marchandises pour aller au commissariat et pour aller faire les cartes et autres. Mais nous nous sommes dit que s'ils sont bien organisés, pourquoi ne pas aller vers elles pour pouvoir leur délivrer les pièces d'identité. La directrice de la dossier a précisé que tous les commerçants doivent penser à adhérer à la mutuelle d'assurance qui leur sera proposée très bientôt. Elle a fait la promesse de toucher qui de droit pour que l'infirmerie du marché abattoir soit approvisionnée en produits pharmaceutiques. Il a été rappelé aux commerçantes que l'égalité homme-femme doit être bien comprise pour éviter des conflits sans intérêt. Toutes ces nouvelles ont été visiblement bien accueillies ici à Abattoir, l'un des plus vieux centres commerciaux du grand marché de Lomé. Quel leadership féminin pour une Afrique émergente, c'est l'autre sujet du jour, en rapport toujours avec les femmes en quête, vous le savez, de leur autonomisation. Le thème nous renvoie à la journée du 8 mars, journée internationale de la femme, objet encore d'une table ronde ce matin à Lomé. Les précisions de Découssa Gérald Agoudou avec Rabdan Bassina. Elles sont considérées comme le pôle de l'humanité. Elles sont présentes dans presque tous les secteurs d'activité. Il s'agit ici des femmes et 55% des flux monétaires proviennent des femmes. Question à présent, quel leadership féminin pour une Afrique émergente? Eh bien, la préoccupation est au cœur de cette rencontre appelée à élaborer de meilleures stratégies pour insérer beaucoup plus les femmes dans le processus de consolidation de l'état de droit et du développement socio-économique du continent. Le leadership, c'est de dire que nous sommes des femmes, nous voulons avoir les leviers du pouvoir dans les domaines qui nous concernent, dans les domaines dans lesquels nous excellons, pour pouvoir peser sur les décisions que l'on pourra prendre à notre nom. Si nous restons dans nos coins pour qu'on fasse notre promotion, on n'y arrivera jamais. Et c'est ce courage, cette détermination, à mon humble avis, qui manque à la femme togolaise. On ne veut pas oser, on veut préserver son image, on veut rester dans le coin pour ne pas être atteint, on n'arrivera pas. Les initiatives du gouvernement togolais en faveur de la femme ne visent qu'un seul objectif, sa promotion. C'est la voie qui garantit l'équilibre et le progrès. Assurer le leadership féminin reste une voie prometteuse à la réalisation de nos ambitions de développement. Des avancées notables ont été opérées en matière d'égalité hommes et femmes. Je puis vous dire que chaque politique de notre pays, dans tous les domaines, prend en compte cette égalité et l'intégration de la dimension genre est au cœur de l'action du gouvernement. Ces assises de Lomé sont donc une occasion de plus pour réfléchir sur le leadership féminin et les avantages qu'il représente dans les actions en faveur de l'émergence du Togo. Il est 20h19. L'actualité, c'est aussi les mouvements de grève dans l'administration publique. Voici d'ailleurs à ce propos ce communiqué du gouvernement. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement a engagé des discussions avec la synergie des travailleurs du Togo, STT, pour rechercher dans le calme et la sérénité des solutions concertées et durables suite aux revendications formulées par cette centrale syndicale. Parallèlement à ces discussions, la STT a lancé une série de manifestations dans diverses localités sous forme d'assemblées générales suivies parfois de caravanes qui se sont déroulées jusqu'à une date récente sans incident majeur.
Malheureusement, depuis quelques jours, il a été donné de constater que la STT, après avoir quitté la table de discussion avec le gouvernement, s'est engagée dans la voie des manifestations et d'actions violentes. C'est ainsi que, dans la matinée du 12 mars 2015, en exécution des consignes de la synergie des travailleurs du Togo, STT, de Tone, des élèves des lycées Nassablé et d'Apanville 2, ainsi que certains enseignants et des élèves des établissements environnants ont occupé et organisé des sittings sur la nationale numéro 1. Outre le blocage de la circulation, cette manifestation a donné lieu à des débordements et des dérapages préoccupants. En effet, en lieu et place des revendications touchant à l'amélioration de la vie scolaire et du système éducatif, les élèves se sont mis à scander leur soutien à l'un des candidats à l'élection présidentielle du 15 avril 2015. Ces dérapages ont connu une escalade avec la tenue le même jour à Dapon d'une assemblée générale de la STT, précédée d'une caravane au cours de laquelle des actes de violence et de vandalisme ont été perpétrés. Ces violences ont particulièrement eu pour cible la direction régionale de l'enseignement des savanes et l'inspection de l'enseignement secondaire général de Dapon qui ont été mises à sac. De même, le directeur de l'école primaire publique du camp gendarmerie, assurant également les fonctions de secrétaire général des préscolaires et primaires de l'Union des syndicats de l'éducation du Togo, session Tone, a été prise à partie en plein cours et violemment agressée. C'est dans ce climat que des jeunes de la localité, en réaction aux manifestations violentes du 12 mars, ont empêché la tenue de l'Assemblée générale que la STT de Tone cherchait à tenir le dimanche 15 mars 2015 à l'école primaire publique de Bojopal. Dans un souci d'apaisement, le gouvernement a dépêché sur les lieux une forte délégation ministérielle pour rencontrer les acteurs de l'éducation et l'ensemble des parties prenantes. Malheureusement, le lundi 16 mars 2015, aux environs de 8h30, les membres de l'STT de Tone, appuyés par des centaines d'élèves des lycées de la ville, ont pris d'assaut les bureaux de la préfecture de Tone et l'hôtel de Dapaon. Munis de projectiles, de gourdins et de coupe-coupe, ces manifestants cherchaient visiblement à s'en prendre aux autorités et aux délégations se trouvant sur les lieux. Des actes d'une rare violence et d'une extrême gravité ont été enregistrés. Les bureaux de la préfecture de Tone ont été saccagés, agressés. Le préfet de Tone a été légèrement blessé. Grâce à l'intervention de forces de sécurité, les manifestants ont été dispersés et la réunion a pu poursuivre son cours normal. Les membres de délégations ministérielles ont ainsi eu des échanges avec la coordination de la STT de Tone. Compte tenu de la gravité des récents incidents enregistrés dans la préfecture de Tone, le gouvernement condamne tous les actes et toutes les initiatives qui sont de nature à porter atteinte à la quiétude et à la paix sociale. Le gouvernement condamne les actes de destruction et les voies de fait et lance un appel au calme et à la retenue. Le gouvernement déplore à cet effet la tenue des différentes assemblées de la STT de Tone dans les enceintes scolaires sans aucun égard pour les heures de cours et en violation des procédures d'usage établies pour leur autorisation. Il en est de même des caravanes organisées à répétition sur des voies à fort trafic et qui sont de nature à entraîner des débordements et des dérapages dangereux, comme en témoignent les récents incidents enregistrés à Dapon. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de ces événements malheureux et situer les responsabilités conformément à la loi. Notre pays aspire à la préservation de l'état de droit. Pour ce faire, toutes les dispositions seront prises pour faire respecter l'ordre public et combattre toutes les dérives préjudiciables à la paix sociale. C'était là donc le terme de ce communiqué du gouvernement. Direction maintenant d'Apan où le secteur de l'éducation, on le voit, on a entendu, touché. 7 ministres ont dû faire le déplacement sur place. Ils ont rencontré enseignants, élèves et parents d'élèves. La teneur des discussions, Désiré Aloge est à Dapon. Des membres du gouvernement, les enseignants, parents d'élèves et élèves de la région de Savane. Long entretien entre les deux parties. Un débat franc pour ensemble trouver une solution définitive au mouvement qui trouble la fonction publique et surtout le secteur de l'éducation. Les membres du gouvernement ont apporté des éclairages pour faire comprendre aux uns aux autres les efforts faits et en train d'être faits pour améliorer les conditions de travail et de vie des fonctionnaires. La grève, en aucun cas, ne peut être une action violente. Nous avons exhorté les enseignants et les enseignantes à reprendre le chemin de l'école de façon pacifique
et à s'inscrire dans un esprit de culture apaisée pour que l'année soit garantie pour les enfants de cette région également. Ils ont droit à l'éducation. Le gouvernement a concédé à la suite de négociations des points importants. On ne peut pas se cacher sous le prétexte de la grève pour orchestrer des violences, quel que soit le contexte dans lequel nous sommes. Globalement, les deux parties, après les débats, restent optimistes. Nous demandons à tous les acteurs de l'éducation de faire confiance au gouvernement. Les engagements qui ont été pris seront rigoureusement tenus. La condition salariale des enseignants, comme nous l'avons prouvé par le passé, va continuer de s'améliorer. Il n'est pas besoin de casser, de détruire les acquis pour avancer. Nous avons échangé de façon très constructive avec tous ceux qui étaient là. Et je pense que le message est passé. Je sors de ce débat très informé et bien aguerri pour quand même sensibiliser les élèves, pour apporter un plus, surtout sur la sous-information. Ils nous ont promis que les discussions continuent. Il y a un comité de veille sur les discussions. Donc fondamentalement, je suis satisfait par rapport à leurs apports. Les élèves représentés à ce débat s'engagent à sensibiliser leurs camarades pour qu'ils soient en marge des grèves et opter pour la non-violence dans leur comportement. J'attire d'abord l'attention à mes camarades à la non-violence. Si il arrivait qu'il y a grève, donc je crois qu'ils vont sortir aussi dans les rues pour faire soit comme marche pour casser les choses. Et donc de laisser ça, s'il arrive qu'il y a grève, ils peuvent rentrer chez eux, soit apprendre ou coucher. C'est encore mieux. Et quant aux professeurs, ils vont aussi faire des efforts. S'il y a grève, ils vont s'entendre entre eux avec le gouvernement pour trouver une solution. Quand on voit nos enfants dans la rue, on ne dirait pas que c'est nos enfants. Et c'est l'occasion pour nous de mener des actions de sensibilisation. Seul le dialogue reste la voie propice pour régler tout problème. Le gouvernement demande aux syndicats de s'inscrire dans cette dynamique. Il appelle les élèves à la retenue et se soustraire des mouvements et faire face à leur avenir. Rencontre donc, on vient de le voir, avec les enseignants, les élèves et les parents d'élèves. Rencontre aussi avec les responsables locaux de la Synergie, la centrale syndicale auteur d'un mouvement de grève. Le compte rendu désiré à l'œil et notre bureau à Dapan. La délégation ministérielle en marge de la rencontre avec les enseignants, élèves et parents d'élèves a eu à s'entretenir avec la Synergie, une centrale syndicale des fonctionnaires section d'Apaon. Une rencontre pour leur répéter les engagements de l'État pour améliorer les conditions de travail, aussi attirer leur attention sur les conséquences des mouvements qui aujourd'hui ont débordé à Dapaon avec des violences extrêmes qui ont entraîné des actes criminels. La semaine passée, il y a eu des cas de violence. Après l'Assemblée générale de Synergie à Dapan aussi, il y a un enseignant qui a été violenté. Ce matin, c'est devant nous que les locaux de la préfecture ont été pris en compte par les élèves. Et c'est un enseignant armé de gourdins, armé de cailloux, armé de machettes, ce qui n'est pas normal. Donc l'occasion nous a été donnée d'échanger avec eux, de leur faire voir les efforts du gouvernement, de faire voir l'illégalité de leur mouvement jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que nous avons compris qu'il leur manque d'informations. Nous pensons après ces échanges que les uns et les autres vont se ressaisir pour que les cours reprennent normalement, pour que les enfants ne se retrouvent dans la rue, qu'ils soient en classe, et que la paix civile soit préservée, parce que nous ne pouvons pas laisser la République à la traîne. Le gouvernement togolais est fermement disposé pour le dialogue, seule voie de sortie de toute crise. Des actes inciviques observés ce lundi 16 mars 2015 à Dapaon n'arrangent personne. Ils font reculer tout effort et sapent le développement. Autre sujet évoqué maintenant, l'environnement et les félicitations du ministre Gilbert Borara à la brigade de veille environnementale. Félicitations mais aussi encouragement à poursuivre les missions de maintien du Togo dans la propreté. Les précisions avec Djalipo, Adolphe Paka. La brigade de veille environnementale BVE, reconnue dans sa mission de sensibilisation sur les comportements civiques et citoyens pour un environnement sain et propre, reçoit le soutien et l'encouragement des autorités togolaises.
Mis sur pied en octobre 2014, son action s'étend sur toute l'étendue du territoire national et le ministre Gilbert Bawara a invité les responsables de cette structure à persévérer dans la sensibilisation qui doit également porter sur la non-violence, surtout en cette période électorale. Lorsque tous les jours, on voit le travail qui est en train d'être fait sur le terrain par la brigade de veille environnementale, nous ne pouvons qu'encourager et soutenir. Concomitamment et parallèlement à leurs activités, qu'ils travaillent pour aider le gouvernement, aider la Commission électorale nationale indépendante à sensibiliser nos concitoyens afin que le processus électoral ait lieu dans des conditions de sérénité et de paix. Et que l'élection débouche sur la préservation de la paix et de la stabilité, ainsi que de la sécurité. Les échanges ont permis à la brigade de veille environnementale de mesurer la portée de ses activités et de redoubler d'efforts pour faire du Togo un pays soucieux de préserver et de protéger son environnement. Nous voyons que toutes nos actions que nous menons, à savoir l'éducation, la sensibilisation, la veille environnementale, surtout sur les questions citoyennes, rentrent dans la droite ligne des actions gouvernementales. Donc nous savons qu'il est très important de préciser que la brigade de veille environnementale n'est pas du tout répressive. C'est une brigade douce qui a pour mission d'être aux côtés des populations pour les inciter à adopter des comportements citoyens. Les brigadiers ont marqué leur passage par l'installation des poubelles de part et d'autre du ministère de l'administration territoriale pour ainsi appeler tout un chacun à adopter un comportement citoyen. Un mot de la politique intérieure. La politique intérieure avec la présidentielle du 15 avril prochain. Les chefs cantons se mettent aussi à niveau après les préfets et les chefs de délégation spéciale. Ils sont engagés en séance de formation sur le processus électoral. Yves Bévugi. Éviter coûte que coûte la violence avant, pendant et après la présidentielle de 2015, prévue pour le 15 avril prochain. C'est la motivation de multiples initiatives en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire national et pour un heureux aboutissement de ce processus, les autorités à la base, notamment les chefs de village et de canton, ont un rôle primordial à jouer, d'où cet atelier initié à leur intention par l'administration territoriale avec le soutien technique et financier du PNUD et de la République fédérale d'Allemagne. Donc c'est pour préparer les acteurs sur le terrain pour que ce scrutin connaisse leur aboutissement, que tout cela se passe, cette élection se passe dans la paix, dans la liberté et dans la transparence. Et déjà à l'ouverture des travaux, les chefs de canton reconnaissent l'importance de l'initiative, vu le rôle qui est le leur durant les challenges électoraux. Le chef canton a pour mission de sensibiliser d'abord ses collègues chefs de village, ses collègues chefs de quartier et toute la population. Leur faire comprendre et savoir d'abord pourquoi les élections et devoir pour le citoyen. Cet atelier vise principalement à approfondir les connaissances, également aussi harmoniser les connaissances et échanger sur toutes les dispositions légales et opérationnelles qui encadreront donc le processus électoral qui va nous amener donc vers l'élection présidentielle de 2015. La rencontre qui va durer 2 jours à l'intention des chefs de canton de Plateau-Est sera suivie du 19 au 24 mars 2015 de celles qui se tiendront à Tchévier puis à Palimé et toujours à l'intention des chefs de canton. Et notez que le Togo, notre pays, s'apprête à ratifier la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Les travaux sont en cours, les travaux consacrés juste à la question, les précisions de Adolphe Paga. Acteurs culturels élus du peuple, société civile et leaders de communautés à la base, ils accordent ici leur violon pour la ratification de la Convention de La Haye portant protection des biens culturels en cas de conflit. Une convention de l'UNESCO adoptée en 1954 suite à des destructions massives infligées au patrimoine culturel au cours de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le Togo s'y engage plus de 60 ans après, dans un contexte d'urgence eu égard à l'actualité récente marquée par des zones de conflit et d'attaque contre les mémoires des peuples.
Le cas le plus proche est Tombouctou et Gao au Mali. L'intérêt, c'est de faire en sorte que ce qui est l'identité, ce qui trace ou retrace l'histoire, ces biens-là soient protégés. La présente rencontre à l'initiative des autorités togolaises appuyées par le bureau régional de l'UNESCO à Abuja est non seulement un acte officiel de reconnaissance de cette convention par le Togo, mais aussi un engagement qui appelle, selon la ministre en charge de la culture, à des séances de sensibilisation et d'éducation citoyenne sur la préservation et la sauvegarde de ces pans entiers de l'histoire de l'humanité. L'éducation, voilà le maître mot. Mais comment éduquer les citoyens à la préservation des biens culturels dans le sens de la Convention de 1954 si les décideurs, si les gouvernants, si nos pays, de par le monde, n'adhèrent pas tous à cette convention et à ces deux protocoles? Au Togo, nous sommes certes sur la bonne voie, puisque le gouvernement s'est engagé depuis octobre 2014 en faisant le premier pas. La mobilisation doit être totale pour s'opposer aux forces de l'obscurantisme et de la destruction, pour mettre fin à l'impunité des attaques délibérées contre le patrimoine culturel reconnu comme crime de guerre en vertu du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le processus est enclenché en octobre 2014 avec l'adhésion du Togo à cette convention. Il revient dès à présent aux techniciens d'examiner ce projet avant son adoption et dépôt auprès de l'UNESCO par des autorités compétentes. Le communiqué avant de clore cette édition du SUER, communiqué du FNFI, le Fonds national de la finance inclusive a lancé son deuxième produit dénommé Accès des agriculteurs aux services financiers en abrégé AgriCEF. AgriCEF est un crédit destiné aux petits exploitants agricoles, hommes et femmes, exerçant l'agriculture, le maraîchage, l'élevage, la pêche, la transformation, le stockage. C'est un crédit de 100 000 francs maximum par personne. Pour en bénéficier, le demandeur doit faire partie d'un groupe de 5 personnes minimum liées par la caution solidaire. Les membres du groupe solidaire servent eux-mêmes de garantie les uns pour les autres. Aucune autre garantie ne sera exigée au demandeur du crédit. Avant le déblocage du crédit, le demandeur doit obligatoirement être accompagné par une structure d'encadrement agricole, notamment l'ICAT, et suivre une formation en entrepreneuriat et gestion de crédit auprès des institutions de microfinance partenaires du FNFI. Le crédit AgriCEF doit être obligatoirement remboursé dans un délai de 6 à 12 mois, différé y compris en fonction du type d'exploitation. Le taux d'intérêt sur le crédit est de 8% l'an. Pour un crédit d'un montant de 100 000 francs, par exemple, l'intérêt est de 8 000 francs CFA. Une épargne de 1 000 francs CFA correspondant à 1% d'épargne stratégique lui sera reversée s'il rembourse son crédit à temps dans les 6 à 12 mois. Pour un crédit de 50 000 francs, l'intérêt est de 4 000 francs CFA avec une épargne stratégique de 500 francs CFA. Tout demandeur qui paye son crédit dans les délais impartis pourra bénéficier d'un second crédit. Le droit d'entrée pour tout demandeur est fixé à 1 000 francs CFA. Cette somme servira à l'établissement de sa carte de membre. Le demandeur devra aussi souscrire à une assurance d'invalidité de décès de 0,75% du montant du crédit qu'il souhaite obtenir. Pour un crédit de 100 000 francs CFA, l'assurance est de 750 francs CFA. Pour toute information, rendez-vous dans l'institution de microfinance la plus proche de vous ou contactez le FNFI sur le numéro vert 80 00 00 12. Deuxième communiqué du FNFI et dernier, le Fonds national de la finance inclusive a lancé son troisième produit dénommé Accès des jeunes aux services financiers en abrégé AGCEF. AGCEF est un crédit destiné à soutenir et encourager les jeunes de 18 à 40 ans diplômés sans emploi ayant la volonté de se prendre en charge à travers l'auto-emploi dans les activités telles que l'artisanat de services, coiffure, menuiserie, maçonnerie, soudure, couture, l'artisanat de production, tissage, la transformation et les petits services de textile. C'est un crédit de 300 000 francs CFA maximum par personne. Pour en bénéficier, le demandeur doit faire
partie d'un groupe de 2 à 4 personnes liées par la caution solidaire. Les membres du groupe formé servent eux-mêmes de garantie les uns pour les autres. Aucune autre garantie ne sera exigée aux demandeurs de crédit. Avant le déblocage du crédit, le demandeur doit obligatoirement être accompagné par les structures techniques de promotion de l'emploi des jeunes et suivre une formation en entrepreneuriat et gestion de crédit auprès des institutions de microfinance et partenaires du FNFI. Le crédit AJCF doit être obligatoirement remboursé dans un délai de 12 mois plus un différé maximum de 3 à 6 mois selon les cas, soit une durée totale de crédit de 15 à 18 mois au cas par cas. Le taux d'intérêt sur le crédit est de 8% l'an. Pour un crédit de montant de 100 000 francs, par exemple, l'intérêt est de 8 000 francs CFA. Une épargne de 1 000 francs CFA correspondant à 1% d'épargne stratégique lui sera reversée s'il rembourse son crédit à temps dans les délais impartis. Pour un crédit de 200 000 francs CFA, l'intérêt est de 16 000 francs CFA. Et enfin, pour un crédit de 300 000 francs CFA, l'intérêt est de 24 000 francs CFA. Tout bénéficiaire qui paye son crédit dans les délais impartis pourra bénéficier d'un second crédit. Le droit d'entrée pour tout demandeur est fixé à 2 500 francs CFA. Cette somme servira à l'établissement de sa carte de membre. Les frais de dossier s'élèvent également à 2 500 francs par individu. Le demandeur devra aussi souscrire à une assurance d'invalidité et décès de 0,75% du montant du crédit qu'il souhaite obtenir. Pour un crédit de 300 000 francs CFA, l'assurance est de 2 250 francs CFA. Pour toute information, rendez-vous dans l'Institut de microfinance la plus proche de vous ou contactez le FNFI sur sa ligne verte 80 00 0012. Voilà qui met fin à cette édition quelque peu longue due à la densité de l'actualité du jour. On va se quitter sur l'image du jour avec le coup de pioche de plus du président Fornas Gnimbe à Amenyora Geste qui lance officiellement les travaux de réhabilitation des transversales Tablibou-Anéro, Amenyora Fagnan, 43 km, 12 km pour les 22 prochains mois, coût de travaux près de 39 milliards de francs CFA. Voilà nos programmes pour ce soir, le journal de l'économie tout à l'heure à partir de 20h50, le magazine Santé d'abord, 21h15, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Amenyora, à Fagnan, et partout ailleurs dans la lac et dans le Bamono sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Bonne soirée.